toutes et tous d'être présents. Je vois beaucoup d'associations amies qui sont avec nous. Et je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont à la table. Et donc, je commence indifféremment. Je commence par Martin Péquet, qui est président du MIR de France. Laura Wittmann, qui est également du MIR. Maître Tricot, Norbert Tricot, qui est avocat du CRAN. Nous avons évidemment Rosita Estival qui est avec nous, qu'on présentera davantage tout à l'heure. Nous avons la porte-parole du CRAN, évidemment, qui est ici avec nous, Thierry Bruni, et puis aussi Maître Félio qui parlera tout à l'heure. Moi-même, je suis le président du CRAN, et ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, c'est 4 conférences de presse qui ont lieu aujourd'hui. Les 3 autres sont en Guyane, Guadeloupe, Martinique, pour expliquer ce que nous faisons. Elles sont organisées par le MIR, qui avait déjà en 2005 fait des initiatives semblables en matière de réparation. Vous voyez, notre démarche s'inscrit dans cette logique. Et nous avons également mis nos pas dans la loi Taubira. Vous savez que la loi Taubira prévoyait au départ réparation, et l'article a été écarté. La loi Taubira dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité, et j'ai envie de dire un crime parfait. Un crime parfait puisque ni les victimes ni les coupables n'ont été identifiés, et encore moins les réparations, comme je l'indiquais. Je devrais dire même un crime plus que parfait. Le crime était plus que parfait puisque, déjà en 1848, des indemnités ont été accordées à, non pas aux victimes de l'esclavage, mais bien aux propriétaires d'esclaves. C'est véritablement le monde à l'envers. C'est pour cela que la question des réparations s'impose. C'est une problématique très ancienne. Déjà à l'époque, des personnes comme Condorcet, comme Bicêtre, député de la Martinique, et bien d'autres ensuite, par exemple, d'autres personnes, par exemple Martin Luther King, Desmond Tutu, Wole Soyinka et tant d'autres, ont pris position en faveur des réparations. Par conséquent, nous ne faisons que mettre nos pas dans les pas d'illustres devanciers. Cette cause est importante, c'est pour ça que le CRAN, avec d'autres associations comme le MIR, le COFAD, le comité d'IME, le comité d'organisation de Nantes, évidemment l'Université populaire Nkrumah, bien d'autres que je n'ai pas forcément cités ici, mais toutes ces associations travaillent dans un collectif qui s'intitule Correct, qui participe à la semaine anticoloniale qui va commencer le mois prochain, et nous avons estimé nécessaire d'engager un débat avec Matignon sur ce sujet. Nous avons été reçus à 2 reprises et, in fine, non sans difficulté, mais finalement, M. Ayrault s'est engagé à mettre en place une politique de réparation et il s'est engagé aussi à organiser une réunion interministérielle qui devait avoir lieu avant le 8 novembre dernier. À ce jour, cette réunion n'a pas été tenue. Plus encore, nous avons constaté que le président de la République a tenu des propos tout à fait contraires aux engagements de Matignon. Il l'a fait qui plus est à Gorée, ce qui ajoute, je trouve, au scandale et à la honte. Le Monde a parlé de quoi? De cafouillis, Mediapart de gâchis, c'est le moins que l'on puisse dire. Et nous avons même constaté qu'il y a des mensonges, puisque Matignon nous a indiqué qu'ils ont demandé au ministère de travailler sur cette question, et les ministères que nous avons sollicités nous ont dit n'avoir reçu aucune instruction. C'est pour cela que nous avons estimé de notre devoir d'aller sur le terrain judiciaire. Si le gouvernement ne veut pas répondre sur le terrain politique, il devra répondre sur le terrain judiciaire. Nous avons sollicité Rosita Estival, que je remercie tout particulièrement de sa contribution, de son courage également. Et nous pensons qu'il y a aujourd'hui une Rosita, il y avait déjà des personnes avec le MIR qui avaient porté plainte, et demain, il y aura des centaines, des milliers de Rosita d'Estival, et le gouvernement sera confronté à une pluie de procès. Et il devrait se dire finalement qu'il aurait mieux fait de tenir parole. Voilà un peu le message que nous portons tout simplement. Alors je vais être bref, nous sommes plusieurs à parler. Je laisse par conséquent la parole à Rosita d'Estival, qui parlera de sa généalogie, qui prouvera qu'elle est descendante d'esclaves, puisqu'elle a retrouvé l'acte d'affranchissement de son aïeul. Je n'en dis pas davantage, et je te laisse la parole, Rosita. Merci encore. Je remercie M. Louis-Georges Tin, président du CRAN,
pour avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence de presse. Je remercie également pour leur soutien le MIR, Mouvement international pour les réparations, qui a osé s'engager dans le combat judiciaire depuis 2004, et l'association Alliance Noire Citoyenne, ANC, pour le travail de conscientisation et de mobilisation qu'elle mène ici en France. Je me présente, je suis Rosita d'Estival, descendante directe d'Africains déportés en Guadeloupe et maintenus en esclavage. Le but de ma démarche est de défendre le droit à la mémoire pour les descendants d'esclaves. Ce droit à la mémoire est indissociable du droit à la filiation, du droit à la parenté, c'est-à-dire à l'identité. En effet, être esclave, c'est être privé de famille, de communauté, de réseau, de soutien et de stratégie pour protéger sa vie et celle de ses proches. Autrement dit, c'est un déni d'humanité. Ce déni d'humanité se traduit par un déficit de citoyenneté qui nous frappe, nous, descendants d'esclaves, encore aujourd'hui. Et c'est pour mettre fin à ce déficit que je fais cette démarche. Mon ancêtre, Télismar, a été affranchi à l'âge de 13 ans en 1834. Moi, Rosita d'Estival, je suis la 8e d'une fratrie. Mes parents sont arrivés en France avec 5 enfants en 1955. Donc, avant ce que nous appelons, nous, la seconde déportation, c'est-à-dire l'émigration organisée à l'échelle industrielle par l'État français via le Bumidum. Mon père, Théodule d'Estival, était plombier. Et ma mère, Rolande Romain, dite Mamie, était ouvrière d'usine et femme de ménage. J'ai entrepris ma recherche généalogique à l'occasion d'un décès dans ma famille, où ont été portés à ma connaissance des documents sur lesquels figuraient des noms dont je n'avais jamais entendu parler. Ceci a éveillé ma curiosité. Je suis née à Paris le 22 juin 1961 et je suis allée pour la première fois à la Guadeloupe en 1976. En soulevant également cette question prioritaire de constitutionnalité, qui est un enjeu aussi important. Alors la question prioritaire de constitutionnalité sera posée par rapport à cette loi qui avait permis, donc de 1848 justement, qui avait permis l'indemnisation des maîtres. En réalité, l'idée c'est de poser la question au Conseil constitutionnel, de savoir si cette loi peut être considérée comme constitutionnelle à partir du moment où on considère que tous les hommes sont égaux. Comment peut-on indemniser des maîtres sans indemniser les esclaves? C'est toute la problématique de la question. Mais la question est éminemment soulevée dans le dossier parce qu'elle pose justement le véritable paradoxe de cette abolition qui finalement fait la part belle à ceux qui ont fait souffrir et laisse un peu, et beaucoup d'ailleurs, sur le carreau, ceux qui ont souffert, donc les victimes. Alors, la démarche que nous avons adoptée avec les avocats du Correct, c'est de saisir justement le tribunal de grande instance. Et nous sommes fondés sur l'expérience du MIR, qui avait préalablement engagé des actions, et qui a reçu donc une recevabilité par rapport au tribunal de grande instance. Cette recevabilité est fondée sur le fait que, en termes de compétences, le tribunal de grande instance est compétent en matière de liberté. Or, personne ne peut justement ignorer que réduire quelqu'un à l'esclavage, c'est attaquer directement sa liberté. Et donc, c'est la raison qui nous a poussé à engager la même démarche à Paris devant le tribunal de grande instance pour que la demande soit reçue et que les demandes donc, de droit au nom et les divers préjudices de Rosita soient examinés par une cour à même d'argumenter sur la requête que nous allons déposer. Alors je disais tout à l'heure à certains journalistes que effectivement un certain nombre de problèmes vont se poser. Quelqu'un me posait la question de savoir comment on peut évaluer un préjudice qui a eu lieu plusieurs siècles avant. Et j'expliquais que dans notre assignation, nous demandons à ce qu'un certain nombre d'experts soient nommés pour que justement ce préjudice soit évalué. Mais ce qui était extrêmement important également, c'était d'évaluer le préjudice actuel de Rosita, eu égard à la succession de souffrances qu'elle subit et
justement au fait de savoir comment faire en sorte que ces demandes soient quantifiées, pour être explicables. C'est toute la démarche de notre assignation. D'accord. Merci beaucoup. Je passe la parole au MIR, qui est représenté par plusieurs personnes. D'abord Martin, Rosamélia et Laura. Le combat noir de libération a connu de grands étapes, en particulier la lutte pour l'indépendance, la lutte contre la ségrégation, la lutte pour démanteler l'apartheid, ensuite la lutte pour les réparations qui nous amènent ici aujourd'hui. En effet, en Afrique, beaucoup de militants ont mis à l'agenda de l'Union africaine, Organisation unitaire africaine, l'aspect réparation dans les années 90. Bon, le chef de file de ces militants qui avait commencé ça, c'était Moshood Abiola, du Nigeria, qui avait gagné les élections présidentielles, mais fut tout de suite après emprisonné. Il a connu la mort pratiquement 4 ans après, avant de sortir de la prison. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et vous dire que nous sommes dans un tournant historique. Hein? Dans un tournant historique très, très, très important. Cela veut dire que le temps où, dans les années 1980 par exemple, la question de réparation était vraiment un tabou, à peine mentionné par quelques exaltés, comme on disait à l'époque, hein, que quand ils parlaient de réparation, dans les années 1987, 88 et 89, cela a été reçu comme une plaisanterie. Au mieux et au pire, on nous prenait pour des illuminés. Bon, ça veut dire que depuis, beaucoup de choses ont eu lieu et qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette époque où du fait du racisme, hein, anti-noir, du fait du mépris envers les Noirs, il n'existait même pas une petite place, hein, pour reconnaître la souffrance et les crimes contre l'humanité dont les Africains déportés en Amérique avaient été les victimes. Sur la question particulière du acte de la séquestration, de la déportation et de la mise en esclavage et du traitement d'Africains qui ne menaient aucune guerre contre l'Europe et qui n'étaient pas des prisonniers de guerre, des éminents juristes européens de l'époque se sont prononcés sur cette question et ont jugé que ces pratiques étaient illicites, criminelles et qu'elles violaient toutes les dispositions de protection de l'être humain, de ce que les juristes appelaient et reconnaissaient à l'époque comme droit naturel. Donc tout ça signifie que le crime contre l'humanité était bien répréhensible sur le plan juridique au temps des faits. Donc on voit bien que tout cela se situe au-delà même de la loi Taubira et que les faits nombreux sont là qui montrent qu'il y a aussi une violation continue, tant du droit interne et du droit international, qui comprend également le droit des peuples indigènes et qui n'est pas appliqué en Guyane, Martinique, Guadeloupe et puis dans le système français. Et Mediapart a interrogé M. Cossé, qui est l'un des héritiers de BN. Vous savez, les biscuits BN qui sont si charmants avec ce sourire. Et en fait, BN a été fondé sur la base de capitaux issus de la traite. Et donc Mediapart a eu la bonne idée d'interroger l'un des héritiers, qui a tenu des propos quelque peu fâcheux, selon nous. Et nous avons estimé qu'il y avait là apologie de crimes contre l'humanité. Et c'est pour cela que Norbert Tricot, un de nos avocats, va vous présenter le dossier et vous expliquer un peu la démarche. Donc, ce n'est pas sur la réparation, mais ça contribue à la réparation. Ça fait partie du même lot, si j'ose dire. Effectivement. Là, nous avons cité au nom du CRAN, M. Lionel Cossé, donc héritier de la famille des biscuiteries nantaises, BN, les fameux biscuits Choco BN, etc., et qui a d'ailleurs longtemps dirigé cette entreprise, par devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, donc à son audience du vendredi 15 février 2013 à 13h30. Car effectivement, il a tenu, face aux journalistes de Mediapart, des propos d'apologie
de crimes contre l'humanité, d'apologie de l'esclavage. Et d'ailleurs, il ne parle pas des Africains déportés, il parle du trafic de bois d'ébène.